Bonsoir. Ça marche? Bonsoir. Bonsoir. On est bon? Ok. Merci. C'est parti. Bon, bah, vous allez voir, c'est très détendu. Donc, merci à tous et à toutes d'être là à cette conférence sur le no-code au service de l'impact positif. Bon, en fait, je vous propose que les invités se présentent. Attends, on a prévu une slide. Je sais pas. Hop, voilà. Et ben, c'est Alexandre qui commence. Bonjour, je m'appelle Alexandre Talon. Du coup, je suis cofondateur d'une agence no-code qui développe pour des projets impact positif et pour des structures de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que certains connaissent ici? Vous pouvez lever la main ce que c'est que le SS? Ok, pas mal. Et on donnera la définition sûrement tout à l'heure. Et voilà, on est spécialisé beaucoup sur, enfin, en tout cas sur 3 outils principaux que sont Bubble, Webflow et Xar, qui est un outil no-code français que si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder aussi. Voilà. Merci Alexandre. Est-ce que Valérie, tu veux prendre la suite? C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis Valérie, je suis freelance, donc formatrice no-code. Et j'ai également le plaisir de faire partie de l'association No Code for Good. Donc No Code for Good est une association qui permet de notamment promouvoir le no-code et montrer comment le no-code peut aider les associations sur des projets à impact solidaire. Et c'est également une plateforme de mise en relation entre des no-codeurs et des projets à impact solidaire. Et puis je pense qu'on va y revenir dans les sujets un petit peu sur ce qu'on a pu réaliser. Et mon comparse Alexandre aussi, je me permets de le mentionner, également est un éminent membre puisque c'est un des cofondateurs de No Code for Good. Merci Valérie. Julien. Bonsoir, bonsoir à tous et à tous. Donc moi c'est Julien, je suis indépendant aussi et co-gérant d'une structure qui s'appelle Atome avec Adrien qui est au premier rang. Et donc nous, on œuvre aussi dans l'économie sociale et solidaire. On est basé chez Make Sense, si ça parle à certains. Justement, on accompagne toutes ces structures-là qui ont un projet à impact avec les outils no-code pour les aider à aller plus loin avec ces outils et aller plus loin surtout sur leurs projets à impact direct pour faire en sorte que la technologie ne soit pas un problème pour ces structures. Et donc voilà, principalement sur des outils front très simples comme Umso ou Webflow, ou alors du Airtable avec du Make pour faire des automatisations et qui puisse, que vous puissiez, vous, structure à impact, mieux vous en sortir et démultiplier cet impact-là. Donc voilà, pour Atome. Merci. Céline. Et moi-même, donc je suis Céline et je suis cofondatrice de la chaise à bascule avec Élise. Et puis on a un troisième comparse qui nous a rejoint, qui s'appelle Lucas. La chaise à bascule, c'est un collectif qui est au service des organisations engagées. Alors nous, notre cœur de métier, c'est tout ce qui est partie Ops. Donc on adore aller chez les clients, regarder leurs process, mettre tout à plat et essayer de trouver voilà, la meilleure solution pour leurs besoins. Et effectivement, pourquoi on est engagé? Parce qu'on a des cursus d'entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire et donc, du coup, on a des spécialités qui sont dans ce secteur-là. Donc, les organisations qu'on suit, qu'on accompagne, ont un impact positif, peu importe l'impact, que ce soit social, sociétal ou environnemental. Voilà, donc ça, c'est les 4 personnes qui vont faire cette table ronde. Alors, on ne voulait pas un truc... très guindé. Alors, on va poser des questions et ça va être un petit peu en popcorn. Et si ça vous va, si ce format vous convient. C'est OK pour vous? OK, super. Vous pouvez aussi garder vos questions et on a prévu un temps d'échange à la fin, questions-réponses. Yes, exactement. Pour les 15 dernières minutes. Ouais, voilà. Donc moi, ma première question, c'est quoi pour vous le no-code au service de l'impact positif? Ah. Le no-code au service de l'impact positif, pour moi, c'est l'utilisation de certains outils no-code pour aider les projets qui ont un impact, comme tu disais, du coup, environnemental, économique,
sociétale ou culturelle, à pouvoir du coup avoir un niveau de digitalisation au même titre que certaines startups qui peuvent lever des fonds pour pouvoir justement multiplier leur impact, comme tu disais aussi tout à l'heure, et donc du coup aussi changer la norme pour que en fait le combat sous-jacent ce serait du coup que de changer la norme et que les structures de l'économie sociale et solidaire puissent être finalement l'économie majeure de demain. Voilà. Oui, moi je prends la suite. Du coup, je rejoins assez ce point. Nous, notre vision chez No Code for Good, c'est que c'est vraiment le no-code. C'est une galaxie d'outils qui permettent vraiment d'accélérer des projets qui, peut-être sans ces outils no-code, ne pourraient pas se réaliser en plus. Et c'est aussi la possibilité d'avoir un mouvement de solidarité à l'égard de ces structures ESS, puisqu'on parle des associations, mais ça peut être aussi d'autres formes de structures dans la mesure où elles sont de l'économie sociale et solidaire. Et on a vraiment une vision où l'idée, c'est vraiment une idéation, d'aller très vite dès qu'il y a une certaine forme de maturité du projet, mais qu'on sent qu'il y a un blocage pour l'exécution, notamment un blocage économique. Là, No Code for Good entre en ligne de compte et peut vraiment, par le biais de son réseau de no-codeurs et de no-codeuses, bénéficier, faire un impact positif justement sur ces projets solidaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, j'ai envie de prendre juste un peu plus de recul par rapport à cette définition, où je repositionnerais déjà le No Code for Good, le No Code au service de l'impact positif, dans l'univers de la Tech for Good. C'est un peu là-dedans que je suis né moi aussi. Au départ, j'ai découvert la Tech for Good avec une association qui s'appelle Latitude, en me disant, ok, j'ai des compétences techniques, comment matcher avec mes propres valeurs, les mettre au service de l'intérêt général. Et donc c'est là qu'un petit peu est né un peu le positionnement d'Atome au sein de l'économie sociale et solidaire. Et donc la Tech for Good, c'est accompagner, utiliser la technologie pour des projets d'intérêt général à impact social ou environnemental. Et donc ensuite, on s'est aussi rendu compte que le besoin de ces structures qu'on a envie d'accompagner, ils sont grandissants, ils sont rapides, ils sont avec parfois peu d'investissement possible. On va reparler d'argent après. Et donc du coup, on s'est dit, les outils no-code peuvent répondre à ces besoins-là pour tester assez rapidement une solution qui réponde à ces besoins-là. Donc voilà, je voulais faire le parallèle avec la Tech for Good. Pour moi, le No Code for Good est un petit zoom dans la Tech for Good et on peut utiliser plein d'autres types de technologies. Mais le No Code peut répondre à pas mal de besoins qu'on a maintenant. Et je voulais le faire un deuxième parallèle, peut-être ça va vous faire rebondir, par rapport au No Code de manière globale, où là on est à une conférence No Code Summit, où on parle de plein d'outils pour plein de besoins différents. En plus à Station F pour beaucoup de produits ou de services qui font peut-être des fois pas beaucoup de sens, en tout cas pour moi. Et donc je me dis, c'est peut-être redonner du sens à ces outils pour servir vraiment l'intérêt général. Et toi, Céline? Je vais rebondir sur ce que dit Julien. Donc moi, je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit précédemment sur le no-code au service de l'impact positif. Mais j'ai aussi, moi, dans mes valeurs, quand j'accompagne des organisations engagées, d'être au plus juste de leurs besoins et de ne pas être dans la surconsommation de ces outils qui sont finalement très faciles d'accès. Donc on se dit, tiens, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais est-ce que ça répond en fait aux besoins initial? Est-ce qu'on ne rentre pas juste dans cette surconsommation? Donc pour moi, être au service de l'impact positif, c'est aussi faire attention à ça, à être vigilant dans cette consommation de ces produits. Non, moi, je te rejoins du coup sur ce point parce qu'en fait, on se rend compte aussi dans les projets qu'on est amené à rencontrer, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer dans le cadre de No Code for Good, que parfois la vision que les porteurs de projets ont sur leur solution, la solution du moins qui va venir résoudre leurs problèmes, ils partent un peu dans des grandes théories, on va faire plein de choses, où on va mettre plein d'outils, plein de techno et tout ça. Et nous, on aide aussi quelque part à faire atterrir et dire attendez, on va déjà faire le minimum de ce qu'il y a besoin, le vital déjà. Et effectivement, du coup, le côté MVP, le côté on va vite pour vérifier si ce qu'on a mis en place fonctionne et si ça répond, si c'est vraiment utile. Et dans ce cas-là, on peut avoir aussi une optique frugale
sur l'utilisation de la tech. Donc j'aime bien cette notion aussi un peu de low-tech, en fait. C'est vraiment un point de vue auquel j'adhère beaucoup, ouais. Ah, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique responsable, notamment. Et un exemple tout bête, par exemple, quand vous faites un site internet, il faut éviter à tout prix de mettre des animations qui ne servent à rien, parce que ça va consommer, ça va polluer. Donc sur Webflow, on peut voir, etc. Enfin, des animations, rajouter du JS pour faire des animations, souvent ça n'a pas de sens, à part juste que ça soit beau. Pareil sur Bubble. En fait, je pense que Bubble ne s'est pas rendu compte de la puissance qu'ils ont mis à nouveau sur le nouveau pricing quand ils parlent de workload unit. En fait, ça pousse finalement la sobriété et ça pousse du coup à utiliser moins de carbone en fait vis-à-vis des serveurs. Et voilà, et aussi du coup, c'est aussi optimiser. Enfin, c'est beaucoup optimiser les bases de données pour éviter d'avoir des tables de partout, des liaisons de partout. C'est aussi beaucoup ça. Donc, ouais, ça s'acquiert aussi avec de l'expérience, je pense. Voilà. J'ai aussi autre chose sur lesquelles moi on m'interpelle de temps en temps, c'est que quand on est une agence no-code engagée, et par exemple, nous, dans nos produits, on a du Airtable, du MEC, et on dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est pas vertueux du tout, RGPD et tout ça. » Et comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça, en fait? C'était pas prévu au départ, mais... Non, mais très bonne question. mais, Je rebondis sur ce que dit Alexandre et je réponds à la question en même temps, comme ça vous fait rebondir. Sur ce que tu dis Alexandre, sur le numérique responsable, on peut parler dans l'univers du code d'éco-conception beaucoup. Et on pense beaucoup éco-conception du développement technique. Une fois qu'on a un outil no-code, on ne maîtrise pas le code de l'outil. Et en fait, l'éco-conception, pour moi en tout cas, et dans nos accompagnements assez respectifs partagés, se base énormément à 90% dans l'accompagnement en amont, dans l'économie de la fonctionnalité et faire en sorte qu'on consomme le moins possible. Donc est-ce que ça répond aux besoins premiers du projet à impact? Si oui, on met en place un truc. Et une fois qu'on a mis en place un truc, on arbitre. Et on est OK avec la décision qu'on a prise de mettre en place une map qui va s'autogénérer si on a envie de mettre une map en place. On est OK d'avoir mis en place une vidéo parce que c'est incontournable et qu'on n'a pas trouvé d'autre manière de communiquer avec une vidéo dessus. Peut-être qu'on évitera l'autoplay, par exemple. Mais voilà, l'économie de la fonctionnalité est pour moi le cœur de l'éco-conception dans la mise en place des outils no-code. Je suis d'accord. Si je peux réagir sur la partie RGPD, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle beaucoup mais qu'on ne pratique quasiment pas. Ne me mentez pas, je vous ai vu. Non, sérieusement, je pense que c'est un sujet... En fait, moi je suis assez surprise qu'on aborde toujours cette problématique sous le prisme des outils. Or, la première chose qu'il faudrait réfléchir, c'est que c'est un processus, en fait. C'est-à-dire qu'il faut déjà en interne, quelle que soit la structure, qu'il s'agisse d'une association, qu'il s'agisse d'une entreprise, que cette structure-là comprenne finalement de la manière dont elle gère ses données d'une manière générale, donc les données critiques ou les données sensibles comme les données personnelles. Et à partir du moment où déjà on a en maîtrise son processus, on est à même de faire des choix éclairés concernant les outils qu'on va utiliser pour exécuter. Voire même faire des choix sur des outils qui ne sont pas RGPD compliant, mais on sait pourquoi on fait ces choix. On peut avoir... on peut avoir des contraintes économiques, des contraintes techniques, bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent nous amener à ne pas se conformer, mais dans la mesure où c'est tracé, on est capable de l'expliquer et on le met sous contrôle, un processus, ça se met sous contrôle, quand il y a un écart, a priori, moi je vois pas où est le problème. Et donc c'est vrai que ces débats-là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est toujours en train de batailler entre ah oui, alors mettez l'outil, il n'est pas RGPD, etc. Mais en fait, est-ce que le fond de la question il est là? Est-ce que déjà on comprend ce qu'on fait avec nos données? Moi, c'est par cette réponse-là. Donc du coup, je re-questionne, je re-challenge un peu les personnes eu égard quel est leur niveau de connaissance à ce niveau-là. Et en général, ça permet, et en général, ça permet de se poser les vraies questions. C'est aussi, moi je sais que j'ai des clients qui sont très sensibles à l'open source, ce qui est normal puisque ça fait partie en général des valeurs de ce secteur-là. Et c'est aussi, pour nous, c'est aussi de s'interroger de la maturité en fait des utilisateurs futurs, parce que en général, quand on installe un outil dans une structure, l'idée c'est qu'après les utilisateurs puissent s'approprier l'outil, donc on les forme et qu'après cet outil ils le fassent évoluer, mais eux. Du coup, si cet outil il est plus difficile à prendre en main, et c'est ce qu'est le cas
aujourd'hui, c'est plus difficile. Alors après, ça dépend des outils, mais en général, en open source, des fois, c'est un peu plus difficile à prendre en main pour des utilisateurs. Donc, en tout cas, nous, on a fait le choix à la chaise à bascule de se dire, si on a des utilisateurs qui sont des utilisateurs moins avertis à l'outil numérique, on préfère installer un Airtable et se dire que de toute façon, cet Airtable, il va pouvoir dégager de l'impact. Et nous, notre raison d'être, c'est de démultiplier l'impact des structures qu'on accompagne. Plutôt que de se dire on va mettre en place un outil open source qui sera plus difficile à mettre en place et donc du coup on va perdre du temps alors que l'idée à la base c'était de gagner du temps. Si on avait tous les outils équivalents américains en version française open source, on les aurait déjà utilisés. On est d'accord. Mais il y en a qui existent et qui montent et l'équivalent d'Airtable est un peu Bezero. Ouais. Et Bezero est en train de monter Exactement. et voir ce que ça va donner. Exactement. On est en train de le regarder. Ouais. Exactement. Voilà. Tu voulais ajouter, Alexandre, je crois. Ouais. Non, ouais, je voulais rajouter un truc, c'est vrai que sur les outils open source aujourd'hui, il n'y a pas autant d'experts qu'il existe sur les outils conventionnels comme Airtable par exemple. Et aussi la responsabilité qu'il y a derrière, c'est de ne pas mettre en place des outils où derrière, si ça se passe mal avec vous, enfin en tout cas avec la structure en question, le client, c'est qu'il puisse aussi lui se retourner, trouver d'autres experts sur la même stack technique. Et donc voilà, ça c'est important aussi. Ouais, et effectivement, et des communautés. C'est important quand on a un outil de se dire, quand on regarde un outil, de regarder aussi la communauté qui entoure cet outil, parce que si vous avez un problème, vous avez une communauté qui peut vous déboguer le truc. C'est un plus aussi. Est-ce qu'on parle d'argent ? Allez, money time. Money time. On est bien dans le timing ? Je ne sais pas du tout. Je vais regarder ma montre Seiko Quartz. Nous sommes presque bons. 30. Waouh, On est bien. on est bon. Donc la question c'est business et impact dans le no-code, bien sûr. Est-ce que c'est possible ? Non. Non. Moi, en fait, j'ai souvent, quand je dis que je suis une agence no-code engagée, on me dit mais t'arrives les clients, ils ont de l'argent, ils peuvent te payer. Voilà. Ou alors on me dit mais c'est gratuit du coup. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez, je peux commencer, mais pour moi, ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on fait auprès des structures engagées, où c'est une pédagogie à avoir en disant, en fait, on t'accompagne à faire la conception au départ et choisir le bon outil. Ensuite, on t'accompagne à configurer l'outil et on t'accompagne à te former et à te faire prendre en main l'outil. Donc tout ça, c'est simplement de la prestation de service. Donc chez Atome, on fait de la prestation de service. Du coup, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Et donc, oui, on t'accompagne en tant que structure engagée et on œuvre dans cet écosystème-là. Mais en fait, on te fait comprendre que nous aussi, on a besoin de gagner de l'argent. Comme toi, tu gagnes de l'argent avec ton business. Et donc, du coup, on fait cette pédagogie-là en amont aussi. Et ceux qui ne le comprennent pas, on leur dit, essaye de tester un truc que tu peux facilement prendre en main. Mais en fait, souvent, on récupère après les projets qui ont été configurés n'importe comment et on doit tout reconstruire. Dommage. Alexandre ? Juste pour donner un peu de contexte, que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. En fait, l'économie sociale se définit par les statuts, associations, coopératives, mutuelles, fondations d'entreprises et quelquefois du coup aussi des entreprises de l'ESS qui ont un agrément gouvernemental qui s'appelle ESUS. Et l'économie sociale, c'est tout ce qui est, c'est plus lié à l'activité, on va dire, qui est, je sais pas, l'insertion par activité économique. Il y a un acteur ici qui s'appelle Au Carré qui fait de l'insertion par activité économique via le no-code. Il y a les énergies renouvelables, l'agroécologie, la microfinance, la finance solidaire, etc. Il y a beaucoup de choses, l'anti-gaspillage, l'upcycling. Et ça représente quand même l'ESS à peu près plus de 10% du PIB français. Et ça représente 15% des emplois aussi en France. Je crois que c'est ça après les chiffres. Je ne vais pas faire de la politique, mais... Ordre de grandeur, c'est bien. Ouais. Et donc oui, on peut vivre en travaillant dans l'ESS. Enfin moi, ça fait 13 ans que je travaille dans l'ESS. Et peu importe que ce soit de la prestation, il y en a beaucoup qui font de la prestation. Je travaille chez Pro Bono Lab, qui fait de la prestation dans les entreprises pour du mécénat de compétences. Donc on peut en vivre, et on peut en vivre assez bien.
Alors, il y en a qui deviennent millionnaires, effectivement. Par exemple, Too Good To Go. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, ils ont plus de 1000 salariés. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est une donnée intéressante. Bref, il y a des structures de SS qui gagnent bien, qui sont employeuses. Et vivre via le no-code, oui, c'est possible. Et en plus de ça, ça leur permet aussi de démultiplier leur impact. Et donc, du coup, aussi de pouvoir employer plus et de pouvoir avoir plus d'impact au niveau de leurs activités, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Valérie? Oui, alors le positionnement du coup que je vais avoir est très différent pour le coup, puisque moi je représente une association, donc by design on va pas faire du business en fait. Et en fait, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui moi je vais faire appel, je profite de hacker un peu cette instance et je te prie de m'excuser, c'était pas forcément prévu mais je le fais, tant pis. Vous avez avec vous un appareil qui va pouvoir nous aider, qui est une vraie arme pour nous aider. No Code for Good aujourd'hui, donc c'est une structure de bénévoles, d'accord. On est 5 bénévoles, mais on travaille à côté. Je veux dire, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous mentir. Par contre, on a lancé donc la semaine dernière une campagne de crowdfunding. Donc s'il vous plaît, ce que je vous demande, c'est de sortir votre smartphone, de scanner ce QR code et 1 euro, même 1 euro, ça va nous aider pour pouvoir déjà d'une part pérenniser No Code for Good et pouvoir également aider des projets à impact et solidaire, puisque l'objectif de ce crowdfunding, c'est aussi de pouvoir cofinancer des projets à impact et solidaire. D'avance, merci. Dégainez maintenant vos smartphones. Merci. Pendant que vous faites ça, je complète sur le fait justement, en fait, on peut avoir une activité d'indépendant ou avec une structure et du coup faire la prestation de son service et en même temps de temps en temps se dire ok, je vais aider cette association qui pour l'instant n'a pas forcément débloqué les fonds, qui est en attente d'un financement d'une fondation ou on ne sait pas, et en fait du coup c'est là aussi que rentre en compte No Code for Good pour aider ce type de structure, et donc du coup on donne notre temps aussi pour les aider de manière bénévole, et donc on essaie de trouver un équilibre pour faire en sorte de s'en sortir quand même. Ouais, et pour la chaise à bascule, on est dans le même schéma que Julien et Alexandre. Donc on a une agence no-code, sauf qu'en fait notre spécialité c'est les structures de l'économie sociale et solidaire ou les structures à impact, et on a une vraie plus-value parce que c'est un écosystème qu'on connaît bien. Donc quand on arrive chez un client, on connaît les problématiques de ces entreprises. Donc cette expertise, elle se rémunère aussi. Voilà. On passe aux questions, Ouais, il nous reste 7-8 minutes. Ouais. Si vous voulez, on peut passer aux questions. Oui. Ouais. Bonjour, Mickaël. Alors, je vais faire un pas de côté par rapport à l'ESS, que j'appelle de mes voeux aussi, et tout ça, mais aujourd'hui, le fait est que moi, ce que je cherche, c'est l'impact positif via le no-code dans les gros projets, dans les grosses entreprises, et notamment des façons de mesurer ça par rapport aux outils qui existent aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez vu passer ce genre de choses, de KPI qui pourraient se greffer sur des outils qui sont existants aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça qu'on peut mettre en avant et qu'on peut utiliser pour argumenter lorsqu'on va vendre nos projets aux grands comptes? Ouais, du coup, non, tu peux le garder. Non, mais en fait, du coup, tu le donneras à la prochaine question, s'il te plaît. Non, au niveau de No Code for Good, j'aurais du mal à avoir des réponses, pour être honnête, puisque nous, nos structures d'intérêt, si je puis m'exprimer ainsi, en fait, on a périmétré un petit peu les structures que l'on pourrait aider. Et ce sont des structures plus modestes, puisqu'on essaye d'avoir des critères, on va dire, d'éligibilité, si je puis dire. J'aime pas trop ça, mais voilà, c'est un petit peu compliqué d'aider tout le monde. Donc, c'est un petit peu difficile de se dire au niveau de grandes entreprises, entre guillemets, et de mesurer ces impacts-là. Après, vous autres, peut-être camarades de jeu, vous avez des expériences? Alors moi, j'ai un petit tips. En fait, le no-code, c'est assez récent, ça a 5-6 ans. Finalement, ça émerge là depuis 2 ans. Et les grandes entreprises commencent à s'y mettre. Donc, on n'a pas de chiffres. J'en aurais pas de données, en fait. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai pas de données à te donner, de chiffres à te donner, pardon, parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de recul encore
Il y a un livre blanc qui a été écrit par l'agence Bienfait, qui a fait, je ne sais pas si tu l'as lu. Je pense que c'est c'est le premier livre blanc qui a émergé et pour l'instant c'est un peu ce qu'on a, quoi. Moi, je complète la réponse qui n'est pas vraiment une réponse, mais juste parce que la question est très très large. Et du coup, qu'est-ce que tu veux mesurer? Pourquoi faire? Et en fait, il y a tous les outils qui existent déjà pour mesurer n'importe quel type d'app ou site web ou autre, qu'ils soient faits avec n'importe quel outil, utilise ces outils de mesure pour mesurer. Tout simplement, ce serait ma réponse. C'est un gros débat, on pourrait... Ouais. Il y a aussi des startups qui ont créé des plateformes de mesure RSE pour les entreprises via le no-code. Et après, il y a une autre chose, c'est que je parlais tout à l'heure d'un outil qui s'appelle XAR, K-S-A-R, qui est un outil de no-code français, hébergé en France, HDS, donc on peut y stocker des données dites sensibles. Et leurs serveurs sont 100% fournis en énergie renouvelable. Donc ça, c'est aussi une forme de responsabilité d'implémenter XAR, par exemple, dans des grosses entreprises, ce qui se fait de plus en plus aussi. Bonjour et merci à vous pour votre intervention. Donc moi j'ai été responsable financier dans une association intermédiaire pour le coup pendant 3 ans. Ensuite j'ai été consultant en déploiement d'outils de gestion dans une structure, dans une EI, entreprise d'insertion cette fois-ci du placing dans le 78. Aujourd'hui je suis CEO de Support Asso, une agence d'accompagnement au développement des associations. Donc on accompagne les associations à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets à impact pour gagner en visibilité, avoir plus d'impact et aussi augmenter leur financement. Aujourd'hui, on arrive à travailler avec des assos qui sont assez avancés en termes de structuration, mais il y a des petites assos qui ont des budgets petits ou moyens, qui ont peur d'engager des fonds, d'accord, de peur que ce soit un peu perdu, même si on leur prouve par A plus B qu'au bout de 4 mois ou 6 mois, c'est vite rentabilisé en termes de fonctionnement ou même d'appel à projet. Comment vous faites pour sensibiliser les associations et qu'elles fassent un peu l'effort de, je sais pas, de mobiliser des fonds, même si pour eux ça représente un risque, et les rassurer vis-à-vis de ça? Je me permets de répondre du coup. Je pense que une des premières remarques, c'est peut-être de les rediriger sur nocodeforgood.fr, puisqu'on peut déposer en fait des projets sur la plateforme qui vont être regardés et vus par différents no-codeurs et no-codeuses qui vont se proposer leurs services soit bénévolement, soit à tarif solidaire, ce qui minimise déjà cet aspect de « oh là là, ça va me coûter une blinde », déjà d'entrée de jeu. Et la deuxième chose, c'est que nous, dans les stories qu'on a fait, on a une chaîne du coup Twitch, du moins on hack la chaîne Twitch de No Code France qui gentiment nous permet de faire une émission mensuelle pour No Code for Good, et on fait des partages de retours d'expérience justement croisés entre des porteurs de projets et les no-codeurs, les no-codeuses qui ont participé. Et si je ne me trompe pas, je me tourne vers Alexandre parce que c'est mon co-animateur, si je ne me trompe pas, 100% des projets qu'on a interviewés ont démarré ensemble via No Code for Good, mais ont continué. Et cette fois-ci, on vraiment fait du business ensemble pour pérenniser la solution. Donc ça peut être vraiment la première marche, peut-être, de s'orienter vers ce type de plateforme. Ouais, je rebondis sur ce que dit Valérie. C'est toujours difficile, en fait, le changement en fait, des habitudes, surtout dans le domaine de l'association où il y a beaucoup de bénévoles et tout ça. Et un des moyens, en fait, c'est d'aller voir une autre asso qui a développé, une autre asso un peu similaire, qui a développé des outils pour montrer que ça fonctionne. Donc, avoir des cas d'usage comme Valérie disait tout à l'heure, ou essayer de trouver des connexions avec d'autres assos, c'est une des manières d'aller prendre le bâton de pèlerin. Et voilà. Il y avait Merci une question beaucoup. par ici. Je voulais rebondir un petit peu. Ouais, effectivement, le meilleur exemple, c'est de donner des exemples. Et effectivement, toi qui as été responsable administratif financier, je l'ai été aussi, et de faire toutes les choses à la main ça prend du temps de fou, et on prend 70% c'est des tâches répétitives, quoi. Mettre à jour le tableau de trésor, payer les salaires, payer les factures, envoyer les factures. Et ça, et si tu automatises ça, tu gagnes énormément de temps, et donc du coup le responsable administratif financier peut aussi monter le temps du coup pour se former, monter en compétence sur des choses qui apportent plus de valeur ajoutée pour l'association.
Et en même temps, c'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui sont engagées bénévolement et qui trouvent du sens à faire ces tâches répétitives. Et du coup, nous, on arrive parce que on est, on adore la technologie et on se dit, waouh, génial, on va gagner du temps. Mais il faut aussi prendre soin, en fait, de ces hommes et ces femmes qui donnent du temps et qui trouvent une raison d'être à avoir ces tâches chronophages. Donc, voilà, c'est juste mettre un petit warning sur pourquoi, la raison pour laquelle on le fait. Oui, bonjour. Je suis Xavier, je suis directeur d'une agence qui s'appelle Syrup Lab qui fait des applis pour l'éducation et la santé. On essaie de faire des choses utiles aussi. Le problème que j'ai avec le no-code, c'est que je trouve qu'il n'est pas vraiment au service de l'impact positif dans le sens où vous contournez les choses, vous faites attention à l'économie. Quand je vois les innovations, que ce soit de l'intelligence artificielle qui bouffe vachement d'énergie, que ce soit plein de choses qui sont loin de l'économie, des animations, ces outils-là, aujourd'hui, ils vont très loin, je trouve, de vos valeurs. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas d'outils no-code qui soient éco-responsables. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une opposition entre où ces outils vont et où vous voulez aller ? Et votre opinion sur pourquoi on n'a pas d'outils plus responsables là-dessus ? Ouais, merci pour la question. Si déjà on voulait être complètement éco-responsable, on ne ferait pas de code, on ne ferait pas de web, on ne ferait pas de numérique. Donc déjà, voilà, on pourrait se dire ça. Premier constat, revenir à l'âge de pierre. Bon, maintenant, on est dans une société qui a évolué avec le développement, l'innovation technologique, etc. Moi, je me bats contre l'innovation technologique pour faire de l'innovation technologique tout court. J'allais dire pour faire de la merde, mais donc, pour faire des trucs qui servent à rien. Pardon. Et donc, tout ce qui va être développement d'intelligence artificielle, etc. Moi, j'aime pas trop ça non plus parce que ça pousse à peut-être mettre des gens sur le côté qui pourraient te répondre alors que tu as une automatisation derrière, ou entraîner des modèles qui sont pas forcément vertueux parce que c'est toujours des mêmes modèles qui sont entraînés et avoir des biais qui sont pas forcément très éthiques non plus. Donc voilà, il y a plein de problématiques là-dessus qu'on peut questionner. Donc moi, deuxième réponse, questionnons les outils qu'on utilise. Et troisième élément, en fait, on a un projet je donne un exemple, on a un projet pour essayer reprenons le même exemple qu'Alexandre, réduire le gaspillage alimentaire. On veut faire Too Good To Go. On a besoin de la tech pour essayer d'engager les gens à réduire le gaspillage alimentaire. Et utilisons la techno. Et ensuite, prenons le prisme de l'accompagnement en mode éco-conception, économie de la fonctionnalité et mettons en place cet outil avec que les fonctionnalités dont on a besoin, avec la bonne techno qui nous permettra de consommer de manière la plus responsable possible. Voilà un peu le cheminement de pensée, peut-être vous voulez compléter. Oui, merci pour ta question. Alors, indéniablement, je pense qu'il y a une forme d'opposition effectivement entre quelque chose de très capitalistique et nous, ce qu'on a envie de prôner des valeurs. Néanmoins, il y a quand même un point très important, c'est que souvent, les enjeux que l'on a sur des projets à impact solidaire, on a un problème de rapidité d'exécution. Aujourd'hui, quand tu prends des outils qui sont plutôt open source ou autres, ils sont un peu plus complexes quand même à prendre en main que des outils effectivement mainstream qui sont assez éloignés de nos valeurs mais néanmoins qui nous permettent d'exécuter hyper vite. Donc on est toujours un peu aussi en train de challenger et de questionner, je rejoins ton point en fait, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas. Concernant l'intelligence artificielle, je pense que là on pourrait y passer, rester là, prendre des pizzas et tout, on va en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait aujourd'hui, en effet, on a les gros acteurs OpenAI, on va pas se mentir, mais il y a des acteurs connexes, il y a de l'open sourcing qui est très bon sur les LLM aujourd'hui. Je pense que c'est pas forcément très répandu, mais il faut s'intéresser, aller regarder. L'open sourcing, moi je suis assez convaincu, gagnera sur ces aspects-là. On est capable de localiser maintenant des modèles de langage très performants sur un simple Mac. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, il y a des solutions qui existent. En revanche, je reviens sur cette problématique d'implémentation. Ça n'est pas à la main du tout venant, si je puis m'exprimer ainsi. Là, il faut quand même être un peu technique pour implémenter ce type de solution. Donc, on va toujours avoir cette barrière-là, si tu veux, qui risque de nous entraîner quand même et de nous laisser un pied pour le moment. Et j'ose espérer qu'un jour, on arrivera à être beaucoup plus vertueux sur ces points-là. Oui, on en revient toujours à cette question du besoin. C'est quoi le besoin, quoi, tu vois ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 pulls jaunes ?
est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 applis de 3 couleurs différentes? J'en sais rien, quoi. Et c'est aussi ça, je pense, d'être une agence engagée, c'est aussi de prendre soin de ça, de se dire, ok, là on comprend qu'il va y avoir de l'impact, mais il faut aussi se questionner sur l'impact, se questionner sur ce besoin. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Julien. Nous, tous les deux, Julien et moi, on est aussi animateurs de fresques du numérique. Est-ce que vous connaissez la fresque du numérique? C'est un outil de sensibilisation et d'information aux impacts du numérique, à la fois sur le climat, sur la biodiversité et sur les ressources. Et en fait, on parle d'un truc dans la fresque du numérique qui s'appelle l'effet rebond. Et des fois, tu mets en place des solutions que tu penses vertueuses et tu as un effet rebond qui crée l'inverse. Donc, par exemple, je vais prendre le site qui s'appelle Vinted, qui à la base est un site où tu peux acheter des choses de seconde main. Donc, tu dis, chouette, je fais une super action. Sauf qu'en fait, l'effet rebond de ce site, aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, du coup, il va y avoir moins d'achats de neufs. Eh ben non, ça a créé plus d'achats de neufs parce que les personnes savent maintenant qu'elles peuvent revendre sur Vinted. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet rebond. Et donc, on est aussi soucieux de ça quand on est une agence no-code engagée. C'est que, tiens, si on va mettre en place ça, est-ce que se questionner sur l'effet rebond qu'il pourrait y avoir dans la solution qu'on va mettre en place? Et sur l'intelligence artificielle, il y a un papier qui a été rédigé par Data for Good, donc toute une étude scientifique, justement sur la responsabilité de l'intelligence artificielle, et que je vous invite à lire aussi. Ça peut être votre prochain livre de chevet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste la seule réponse que j'ai pas eue, c'est pourquoi il n'y a pas d'outils plus responsables. Et après, parce qu'avec de l'IA, on pourrait très bien faire des applications qui consomment moins d'énergie. On pourrait faire de l'optimisation, on ne le fait pas. On pourrait avoir du hosting éco-responsable, on n'en a pas non plus. Ouais. Il n'y a rien là-dessus. On a des outils open source, mais qui sont difficiles à utiliser et qui ne sont pas accessibles, quoi. Alors nous, on est utilisateurs d'outils. Donc, ce qui serait cool, c'est que tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu ailles voir tous les gens qui sont là et leur dire, bon alors, créez-nous un outil qui soit éco-responsable, et voilà. Moi, j'en connais un, c'est Xar. Ça, j'en parle depuis tout à vois. l'heure, mais c'est le seul produit no-code aujourd'hui que je connais vraiment qui pense vraiment à son éco-responsabilité de A à Z, en fait. Merci. Tu es derrière. Bonjour, moi je suis ancienne ingénieure produit chez Decathlon et je suis en train de me reconvertir dans le no-code du coup. Et ce que je comprends de vos actions du coup, c'est que vous donnez une voix à des structures qui ne sont pas câblées dans la tech et voilà. Et je me demandais si, à l'instar de Decathlon qui essaye de réduire l'impact environnemental de ses produits, est-ce que vous avez des clients ou des projets qui viennent vous voir en disant nous on a telle appli ou tel outil qu'on vend, etc. et on voudrait réduire son impact? Et du coup, la question sous-jacente, mais vous en avez un peu parlé, c'est est-ce que vous avez des vrais outils de mesure d'impact? Et est-ce qu'un outil comme Tsar aura une meilleure note du coup? Et ça se voit parce qu'il a mis en place telle ou telle stratégie éco-conçue. Voilà, donc la première question, c'est est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir en disant je veux réduire l'impact environnemental ou l'impact social de ce que je vends? Et si oui, comment le mesurer concrètement, quoi? Alors, je vais répondre rapidement pour ma part. Moi, non. En général, c'est plutôt, je voudrais multiplier mon impact, mais l'impact, en fait, donc par exemple, si c'était Decathlon, je pense qu'ils seraient venus nous voir pour nous dire, nous, ce qu'on aimerait, c'est augmenter le nombre de réparations des vélos. Tu vois, mais je ne vais pas avoir des clients qui vont me dire je voudrais baisser mon impact carbone. C'est-à-dire qu'il faut choisir un peu c'est bien de vouloir tout faire, mais certainement que ça a plus d'impact du coup de réduire d'offrir ce service-là que de réduire je sais pas le poids de son appli c'est-à-dire que nous, en tout cas, c'est le parti pris qu'on a pris. On s'est dit nous, on se focalise sur l'impact, la démultiplication de l'impact du client des produits qu'il fournit, voilà, peut-être au détriment au fait du choix de l'outil, voilà, mais tout en prenant quand même, en faisant attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais notre focus, notre priorité numéro 1, ça va être ça. Et après, si on peut mettre des outils vertueux et qui ont moins d'impact, alors là, c'est jackpot, quoi. Je rebondis là-dessus. Ouais, en fait, vu que tu as parlé de la phrase du numérique, si on parle de l'impact environnemental du numérique, c'est pas la consommation de ton appli qui va te miner ton impact carbone. Tu vas vite en rendre compte, c'est la fabrication de ton équipement, ton smartphone que tu as dans ta poche. Et donc, du coup, une fois que tu as ça, tu te dis, ok, on fait quand même attention à la consommation de notre appli, de notre site. C'est cool d'y faire attention en amont dans l'économie de la fonctionnalité avant de le mettre en place. Mais moi, du coup, je m'arrête là. Et quand tu es à la course au gramme près de ton impact carbone sur ton site, parce que tu veux être le plus éco-responsable possible, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas là le plus gros poste de dépense. Voilà ma réponse. Ok, c'est un peu ce que je voulais savoir. Merci. Et moi je dis non plus, on ne fait pas parce qu'il y a vraiment des agences qui sont vraiment spécialisées dans l'éco-conception, numérique responsable, etc., qui développent plutôt en code du coup. Parce que je pense que le no-code est toujours un peu plus polluant dans tous les cas que le code, parce qu'il y a quand même du code qui est rajouté pour l'abstraction visuelle. Et voilà, parce que ça charge aussi ça. Et peut-être pour apporter un petit peu d'un point de vue association, en fait, si tu veux, nous, hop, je te vois pas, je te revois. Le niveau de maturité, en fait, des structures qui nous contactent, si tu veux, ils sont déjà tellement sous l'eau, ils ont déjà tellement de problèmes. Je vais pas te mentir, en général, eux, ils ont besoin qu'on résolve leurs problèmes d'un point de vue fonctionnel ou impact. Et j'en reviens, en fait, effectivement, à cette volonté d'avoir un impact. Et c'est pas forcément bien, hein, je porte pas de jugement de valeur sur ce que je vais dire, mais c'est que du coup, c'est pas dans leurs préoccupations. Et je vais être honnête avec toi, pour l'instant, le niveau de maturité global, quand même, autour du no-code, ça a vachement progressé. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, tu vois, sur le no-code, sur plein d'aspects. Sur le sujet que tu évoques, sur l'aspect sécurité, on en a parlé. Enfin voilà, les chantiers sont énormes et colossaux. Donc, dans une moindre mesure, voilà, nous, je pense que ces sujets-là, on y est sensible. Mais je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne pourra pas tout résoudre, donc on choisit nos combats. Et de ce fait, voilà, c'est pas forcément celui-là aujourd'hui. Merci. Tu peux donner le... merci. Moi, oula. Pardon. Moi, c'est pas forcément une... Dernière question, je pense, du coup, pardon, excuse-moi. Moi, c'est pas forcément une question, mais c'est plus une remarque pour rebondir sur ce qui a été dit. C'est aussi de se rappeler qu'en fait, c'est un peu des questions de privilégiés, de se demander l'impact écologique, etc. Et quand on regarde la situation des structures de l'ASS et des associations en France, je trouve que c'est hyper important aussi de rappeler qu'elles doivent déjà, ça fait les doubles exigences, elles doivent déjà faire de l'impact et être en compétition avec des acteurs de l'économie traditionnelle. Et si en plus on rajoute toutes ces exigences d'être éco-responsables, etc., au final elles ne produisent pas et comme vous dites, elles ont d'autres priorités. Donc je pense que c'est important de se rappeler que le niveau d'exigence, il n'est pas le même pour tout le monde et de se dire que l'impact, il est aussi dans le fait qu'elles puissent servir leur cause et que on peut pas, on est obligé de choisir ses combats et que si on va que vers des outils éco-responsables, etc., on en utilise très peu et du coup on est plus rentable par rapport à d'autres structures. Donc c'est juste pour renforcer ce point-là, je pense qu'il faut mettre les exigences aussi au bon endroit. Mais c'est super bien par contre qu'il y ait des personnes comme toi aussi, qui aient ces questions-là en tête et qui aient une volonté, sous-jacent, ce que je comprends en tous les cas, de porter ces sujets-là. Parce qu'en fait, ça, c'est les next steps, je pense, qui arriveront dans le développement de toutes ces solutions. Je regarde le temps. Hop, 58, l'heure du crime. 58, alors on a encore une dernière question. Si quelqu'un a une mini-question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, parce que monsieur a déjà joué? Alors c'est pareil, c'est pas une question. Mais c'est pour rejoindre Madame l'ex-ingénieure Decathlon. Sur les gros projets, quand on se retrouve avec 300 développeurs sur un outil, 300 développeurs, 2 ordinateurs par développeur, enfin 2 ordinateurs, 2 écrans par développeur, maintenant avec le télétravail, un à la maison, plus les serveurs qui tournent longtemps, très clairement le no-code à ce moment-là, avec sa puissance de célérité, a un impact juste gigantesque. Voilà. Et il y a un vrai sujet sur le no-code là-dessus, en tout cas d'argumentaire, par rapport à tout le matériel mobilisé
plus le déplacement de 300 personnes, etc., le chauffage des bâtiments, enfin bref. Voilà. L'impact des data centers, c'est 15%. Le reste, c'est... Non, mais il prend tout l'analyse du cycle de vie en compte et c'est très bien. Ouais. Et oui, il faut y travailler. Et du coup, il faudrait peut-être se questionner en disant quel est le bilan carbone global de mon usage, incluant le no-code, avec tous les équipements, avec les établissements dans lesquels on est, le déplacement. Et en prenant tout ça en compte, oui, je suis d'accord. Il faut voir qu'est-ce qui pèse plus dans la balance. Et se questionner, bien sûr. Exactement, mais je rebondis et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur. C'est... on est déjà sur 15% sur les data centers et après, en termes de terminaux utilisateurs, donc ce qu'on appelle terminaux utilisateurs, c'est les smartphones. Est-ce que vous savez la durée de vie moyenne, la durée de vie moyenne en France d'un smartphone ici? C'est 18 mois, exactement. Voilà, donc juste si on gardait déjà 2 fois plus longtemps son smartphone, il y aurait déjà un bilan beaucoup moindre. Et pareil pour les écrans, les ordinateurs. Voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu disais, parce que du coup, ça fait penser à une méthode, la méthode des coûts évités. Et du coup, c'est un argumentaire aussi intéressant pour le no-code. Ouais. Merci. Ouais, tu avais une dernière remarque? J'ai juste une question de curiosité. Est-ce que ça a été quantifié, l'impact de tous les travaux dans l'informatique avec les serveurs et tout ce qui s'ensuit derrière, sur l'impact carbone par rapport au reste du monde? C'est-à-dire par rapport au transport, à la manufacturier. C'est entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ok, donc si, travailler sur ça, c'est pas vraiment le plus important par rapport à l'ensemble. C'est le numérique global. Donc c'est l'équivalent de l'aviation civile, en gros. Aujourd'hui, et on ne projette que dans 5 ans, ça sera le double. Ne nous trompons pas de combat. Voilà. Mais ne nous trompons pas de combat, parce qu'en fait, encore une fois, ce qui pèse énormément dans ça, c'est le renouvellement c'est les terminaux utilisateurs. Merci. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous scannez le QR code. S'il vous plaît. Avant de partir, j'ai un petit jeu à vous proposer. Ouais, Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que tu peux me tenir le micro parce que j'ai besoin de mes mains. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains là. Et en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on tape tous à 3 dans nos mains, ensemble. Ça va? La consigne est claire? Ça va. À 3 on saute ou à 3 1, 2, 3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'on suit plus les actions que les paroles. Et ça veut dire aussi que l'être humain, il est énormément dans le mimétisme. Donc ne sous-estimez pas votre pouvoir d'inspirer les autres autour de vous. Merci. Et donc je sors mon smartphone et je scanne le QR code. Merci à tous. Et le don est défiscalisé. Ah, hyper important aussi.